Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Série et compagnie qui vous fait passer d'un écran à un autre en quête de héros, de tons nouveaux et de sensations fortes. Avec le cinéaste argentin Pablo Trapero pour son nouveau film El Clan, plongé dans une famille spécialisée dans les enlèvements crapuleux, du sang, de la corruption, de la passion, cela valait bien une déclaration enflammée. Un autre réalisateur qui affine sa patte de film en film, Roche Dizem, qui réunit les fabuleux Omar Sy et James Thierry dans Chocolat, l'histoire méconnue du premier grand artiste noir de la scène française. C'est la leçon de mise en scène de la semaine. Un très grand nom du monde des effets spéciaux, oscarisé pour Jurassic Park, Terminator 2 ou encore Abyss, Dennis Muren se dévoile à travers le rapport qu'il entretient avec le 7e art mais aussi la série, et vous verrez qu'il a tendance à tout voir avec les yeux d'un grand enfant. Avec ou sans effets spéciaux, les séries de science-fiction cartonnent. Pourquoi un tel succès malgré le temps qui passe? Décryptage dans quelques instants. Et tout de suite, on commence avec une actrice engagée, une jeune femme, enfin en paix avec elle-même, Ellen Page. Elle est un peu plus qu'une actrice, un symbole, un étendard. Il y a 2 ans, Ellen Page, jeune figure de proue du cinéma indépendant, célèbre également pour ses rôles dans X-Men et Inception, affirmait publiquement son homosexualité lors d'une conférence sur l'égalité des chances devant un public médusé et reconnaissant. And I am here today because I am gay. And because... Depuis, Ellen Page envisage ses rôles en militante, à l'image de Free Love avec Julianne Moore, inspirée d'une histoire vraie, le combat d'une inspectrice de police gravement malade qui souhaite que sa compagne bénéficie après sa mort de sa pension. So the house just really like to hold on to it, you know? Remember how much we love each other? My colleagues and I, we've anguished over your situation, but... I'm only asking for equality. This meeting is adjourned. Rencontre avec un petit bout de femme de 28 ans qui force le respect. Helen, I was wondering if your job as an actress was really different because you portrayed a character who's real and who is still alive. Is the work really different from a totally fictional character? You know, I think it was just like a new experience for me, you know? And I think it just presented new, I guess a new sense of responsibility of, you know, particularly playing someone that I admire so much and respect so much. And also someone who went through something so difficult. Not only do you want to portray them in a truthful, authentic way, you want them to feel not isolated or separated from the process. Does that make sense? They don't have girls in Jersey. It's not that. People know me back home. It's hard to go out and have privacy. I should go. Okay. Can I have your number? 2 years ago, you came out as gay, and I was wondering if you had played this character the same way, if you had not came out or enjoyed the process the same way. Yeah, I mean, it's so hard, you know, it's so hard for me to answer that because I can't even imagine what it would look like playing that part as a closeted person. Honestly, I think it would be inappropriate. Why inappropriate? Because it would be kind of a lie, because you're an actress, so you're supposed to be able to play any kind of role. Yeah, and I'd like to be able to play every kind of role while being able to exist as my authentic self in the world, because I am an actor, so I should be able to play every role, whether I'm, you know, no matter who I'm with. And, you know, for me, it's a matter of the fact that I'd be playing someone who did something so truly brave and courageous in regards to the movement towards equality, which greatly benefits my life, and to be not a visible person for the community while doing that just seems wrong to me. Did you meet Stacy? Yeah. Thinks I'm the gardener. No. Oh. Stacy's my roommate. Oh, great. Yeah, it's great. Do you think you're a better actress now that you can be yourself? Well, for me, I think because I wasn't for so long, it's so important to me that now I can be. And it means the world to me. Coming out was the best decision I've ever made. And I think it's made
being closeted affected my career in a much more negative way because I was unhappy. And why I think it would make me a better actor, potentially, is because I'm more inspired and passionate than I felt probably since I was a teenager, because a lot of that love was lost because I was not a happy person. And, you know, I'm trying to, you know, develop some movies now that, you know, are love stories between, either is about a gay person or is a love story between two women. So I'm hoping that we're seeing a shift, and I'm hoping we're going to see films about, not more films just about LGBT people, but about, yes, you know, simply a all love story. minorities. In fact, we should forget about And that sexual as well. identity. In fact. Yeah, sure. Which one of you is Mrs. Hester? I'm Detective Hester. And you are a friend? Yeah, I'm her friend who's also going to live here. What's the matter? Oh, I think I pulled a muscle. I was expecting a family member. She's my partner, and I know that something's wrong. Since a very young age, you've been attracted by uncomfortable subjects. Art Candy was about pedophilia. American Crime was about sequestration. Where does that come from? That you're not afraid of going to dark places? I think, I mean, those have tended to be stories that have compelled me. Stories about, I think, what it means to be human, the good and the bad, and why that is. And I was always like, you know, doing what I wanted, you know. Yeah, so I was pretty independent in that way, I would say. Yeah, it wasn't like I was consulting with a parental figure. And you've experimented both the industry, the blockbusters, with movies like the X-Men, I would say Inception, even if it's not a casual blockbuster, and many great independent films. Is there a place you feel more comfortable? That you can... Good question. I mean, it's like they're so different, right? Like shooting a movie over the course of 18 days is very different shooting a movie over the course of 4 to 5 months, like something like Inception. It's exciting to be able to shoot something like Inception and then go shoot a movie like Super, which is, you know, a $2 million movie where I'm playing a psychopath in a homemade superhero suit. And to be able to have that diversity of experience, I think, is what makes me the most excited. I think because I grew up in Canada working and I grew up shooting mostly lower budget films, I mean, potentially that is the thing that I am just naturally more familiar with, but I get joy out of both. Do you really learn something from doing the X-Men or Inception? What do you learn as an actor? You know, well, X-Men, you learn things because, you know, a lot of what's happening around you, of course, isn't, you know, you're looking at a tennis ball. So there's that challenge. One of the most incredible things about X-Men is I'm working with a cast that's like just extraordinary people, you know. To spend your day with Ian McKellen and Patrick Stewart is nothing to be sad about. You know, I'm drawn to X-Men because X-Men's about, you know, different people who are fighting for rights and equality, you know, it has such a special place in my heart, those movies and that legacy. À l'heure où Hollywood tremble sous les polémiques, inégalité de salaire entre acteurs et actrices, sous-représentation des minorités, Ellen Page fait souffler encore un peu plus fort le vent de la rébellion, et ça n'est pas pour lui déplaire. Cher Pablo Trapero, souvenez-vous, un soir de décembre 2015, Paris n'est pas vraiment à la fête et pourtant la foule se presse. Pourquoi ? Parce que rien n'arrête les amoureux du cinéma quand il s'agit de se rassembler autour de l'image projetée, surtout quand elle vient d'ailleurs, surtout quand vous en êtes l'auteur, cher Pablo. El Clan est votre 8e film, vous êtes un habitué du Festival de Cannes et vous faites partie du nouveau cinéma argentin depuis les années 90 grâce à votre style documentaire et vos sujets difficiles. Un soir de décembre 2015, la salle parisienne se remplit comme un œuf. On voit même des têtes connues. L'actrice Marina Tomei, Hilar, le comédien Tahar Rahim, qui pensait passer incognito sous sa casquette,
et un grand acteur récemment césarisé qui vient présenter votre film en invité surprise, grande classe. Pablo n'était même pas au courant qu'il arrivait. Bonsoir, je suis très fier d'être là avec toi, Pablo, parce que je t'adore et je trouve que tu es un monstre de metteur en scène. Voilà. Bueno, no, me quedé sin palabras, Vincent. Estoy muy contento de estar aquí esta noche. Je suis très content d'être là ce soir. Muy sorprendido de la presencia de Vincent. Très surpris de ma présence. Ça va vite s'arrêter la traduction, vous inquiétez pas. Y muy agradecido que hayas venido. Bueno, esta es una película basada en un hecho real que yo recuerdo de cuando tenía 13 años, pero que es una historia que habla de un microclima familiar y a través de esa historia se pueden conocer las cosas que pasan fuera de la casa. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. Vincent Lindon et Tahar Rahim ne sont pas là par hasard. C'est que votre mise en scène attire le comédien autant que le spectateur, mon cher Pablo, et pour cause, vous êtes le cinéaste de la prise de risque. Traiter d'une histoire vraie n'est pas chose facile, et la ficeler comme un polar, encore moins. Sí, el primer draft del guión era en orden, contando los hechos en cronológico. Pero en el proceso de hacer la película entendí que era mejor proponer al público la experiencia que habíamos vivido nosotros, que es la información llegó caótica, desordenada, un poco con más ritmo aquí, pero más lenta acá. Hay un plano secuencia muy largo, después hay contemplación, después hay un montaje muy rápido. Autre challenge après le polar, instiller du surréel dans une atmosphère ultra réaliste attachée à une époque. Yo ahora te quiero agradecer. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. Car s'il y a du Scorsese dans votre réalisation quasi documentaire, Esto es para vos. je parie aussi sur une pincée de Buñuel, entre autres influences. Bueno, especialmente es una película que estuvo muy presente en mi memoria. Soy un gran admirador de Buñuel. También otra película similar que estaba muy presente en mi memoria era Monsieur Verdoux, de Chaplin, donde también él hacía un gran villano después de haber sido, bueno, Chaplin. Y también en una manera silenciosa hay algunos pequeños guiños al género de terror. ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. No voy a volver, Alex. ¿A dónde no vas a volver? A casa. Hay como un poco cruce de muchos géneros, ¿no? El melodrama, principalmente, pero el melodrama surreal, como hablábamos de Buñuel, el thriller o el noir, pero también hay un poco de homenaje a estas películas de terror que nos hablan de nuestros sentimientos más básicos, ¿no? Más primarios. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Mais votre plus grande prise de risque, c'est le contre-emploi absolu que vous avez offert à Guillermo Francella, que nous connaissons un peu ici, mais pas comme le De Funès argentin, ce qu'il est définitivement dans votre pays. Dans votre film, il joue un père manipulateur, et je n'ai pas peur de vous dire que c'est le méchant de cinéma le plus terrifiant que j'ai vu depuis longtemps. Guillermo es, como decimos así, un capo cómico, en un nivel de popularidad extrema. Él no puede salir a la calle porque la gente lo abraza, le pide fotos. Entonces era un gran desafío para mí para convertirse en un personaje que dé miedo y provoque odio en el espectador. Van a estar hasta mañana acá. Una vida se van a quedar. Exactamente. Y a la vez que este villano
sea tan fuerte para que la gente no pueda dejar de mirarlo, que quede como hipnotizada por sus ojos, como una especie de encantador de serpientes. C'est vrai, son regard de psychopathe nous accompagnera longtemps. Votre film aussi, reflet d'une époque. Comme quoi l'audace paye, mon cher Pablo. Et quand l'histoire procure au cinéma ses récits les plus fascinants, ça vaut vraiment le coup pour nous aussi de risquer le déplacement pour se rendre en salle. Muy bien, hijo. Muy bien. Chaque semaine, l'Extra Interview explore les amours cinéma et séries d'invités de tous horizons. Aujourd'hui, nous recevons une véritable légende des effets spéciaux, pilier de Industrial Light and Magic, le studio de George Lucas. Denis Muren, l'homme qui a reçu le plus d'Oscars au monde, affiche une filmographie hallucinante, avec Star Wars, Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, Terminator 2 ou encore Willow, entre autres. Il nous ouvre sa boîte à souvenirs. Do you remember the first time you've been touched or moved by a movie? Yeah, I was probably 6 or 7 years old, and I saw 2 or 3 movies in a span of a summer. One was The War of the Worlds in the mid-1950s, and The Beast from 20,000 Fathoms. There was a giant dinosaur in New York City, and I just was amazed at seeing these. I was hiding behind the seat, and I asked my mom, "Can I look now?" And she'd say, "Yeah, okay, okay." "No, don't look yet, don't look." And I just went home and wanted to make my own little recreations of those scenes from the films. And I just started back then doing it as still photographs, and a few years later movies, little 8mm movies. So what could you have learned from cinema? Because some movies, when they end, you feel you've changed, you feel you've grown. What are those movies for you? You know, it's, I think a number of things. I haven't thought about this before, but probably some sort of family connection or connection with other people in an optimistic way. So it's not, at least the kind of films I like. I like adventure and action movies also, but I just really love smaller films with relationships. And I've got great faith in people. I've read you saying that to do your job the best you could, you have to be an observer of the world. You have to see how the world really goes to make something fake look true. I think so. Is it true the other way around? Do you think that cinema makes you look at the world differently? Oh yeah, I think what's one of the things of any art to be able to show something that you haven't seen. You know, you go through it, you get comfortable with seeing everything going on, the people in their lives and the architecture and everything, and then you start, you know, if a film or a good story is told in a way that can bring out something that, you know, was perhaps, you know, extremely important to the culture at that time and how it changed everything, and you don't know it, it'd be too bad. So does it mean that maybe if we see another view of your career, we might see your vision of the world? If we put them, you know? That might be saying too much because the movies are made by the directors. Yeah, but we see pieces of your mind. Yeah, that could be, you know, I try to have things be heightened and be adventurous and be fun and perfect, you know. Often like in E.T., I did everything I could to make the feeling, you know, with the bicycles flying through the air and the spaceship coming down and all that sort of stuff. And a few shots we did of E.T., make those be as like magical and dreamlike as possible, but also real. And you've worked in so many legendary movies. You've created some shots people, even me, can't ever forget, ever. Oh, are there some of those images that you've seen in a movie that stuck in your mind? You know, when I was a kid growing up, you know, I was really impressed with the big King Kong, the original one, and you know, felt sort of a heartache when he died at the end and fell off the Empire State Building. And I was a big fan of a movie called The Thief of Baghdad that was made in the early 1940s with a giant genie in it who was sort of humorous and fun. And the scale of that, you know, was really impressive to me. I always liked spectacle, and I've always enjoyed from a distance seeing an earthquake or something like that, and think, oh my God, what would it be like to really be in that? And I've been in a couple of little earthquakes in Los Angeles, and they're nothing like they are in the movies. I mean, the movies, they're just fabulous. I mean, they're just amazing to look at. But there's a weather larger than life. Definitely larger than life, that's right. And the earthquake is always the biggest one that's ever happened too, so. Do you watch TV series? Is it? Not very much, except Downton Abbey, of course, I have to, because my wife's British,
And I've been there a lot, and we sort of follow that, but not too much of the others. I grew up watching TV all the time and following series and all. And so I think I've just maybe had enough of that, I don't know. I think my whole generation was thrilled with, you know, from one side it was the family dramas, and there was Ozzie and Harriet and Father Knows Best, and you guys wouldn't know any of these sort of things, but there was also The Twilight Zone and The Outer Limit that really got your mind and your imagination going about storytelling, and then you're seeing it visual on TV, you know. And I think also my generation, you could flip the channels and just turn off something in the middle and change to something else. I think that got people's attention spans going faster, so that when Star Wars came out, my whole, and George's whole generation was faster thinking, and the cutting could be quicker. The movies could be paced faster, so you could tell more of a story in the same amount of time, and that is what kept people, you know, wanting to see Star Wars over and over again. It seemed to sort of change filmmaking. I was reading about the latest movies you saw that you loved, and one of them is Tangerine. Oh yeah. Which is a very... Did you see it? Yeah, I loved it. Girl, calm the fuck down. It's not that serious. I will go with you under one condition. You must promise me that there's not going to be any drama. I promise. I promise. Look at me in my eyes and promise. I promise no drama, Alexandra. Whoa! What the fuck? Oh, boy. Help me, officer! You didn't have to Chris Brown the bitch. What did you do to her? How do you feel watching those movies and those new directors just wanting to make movies? And I know. Well, when I was in college, I made this low-budget film in 16mm called Equinox. So it wasn't through school. It was on a summer vacation from a freshman to sophomore. So that was me, those guys making that movie. And there's been a lot of films like that over the years that people have been able to make. Whenever the price goes down in equipment, you can somehow wrangle the money together to make a movie. And my time was when the 16mm came out and the lights got better for plug a light into the wall, didn't have enough to shoot, and the film stock got a little better. And now with the iPhone or any phone system, you know, you can do it. I just see myself in those films trying to do it. Nous quittons Denis Meuren qui partait pour Enghien-les-Bains afin de recevoir le génie d'honneur au Paris Image Digital Summit. C'est Roche Dizem que vous allez retrouver dans quelques instants au cœur du screen parfait. L'acteur passé avec succès à la réalisation mêle souvent l'intime au social. Après Mauvaise foi, Omar Mathieu et Bodybuilder, il raconte dans Chocolat l'ascension et la chute du clown Raphaël Padilla, très grand artiste noir de la fin du 19e, hélas oublié. Un film à la fois populaire et engagé et un magnifique duo d'artistes entre Omar Sy et James Thierry. Roche Dizem qui nous détaille ses choix de mise en scène juste après votre rendez-vous avec Madame et Série qui, elle, cette semaine, ne jure que par la science-fiction. The city intentionally segregated its housing for 40 years. These people, they don't live the way we do. Avant de se plonger dans la science-fiction, Madame et Série fait un détour par l'ultra-réalisme de David Simon et sa magnifique Show Me a Hero. La série revient sur l'installation chaotique d'habitations à loyer modéré dans les quartiers aisés de la ville de Yonkers, près de New York, à la fin des années 80. Une installation qui a causé la destruction de la carrière du jeune Nick Wacisco. Nick was basically thrown to the dogs by his higher-up saying, "We're going to run you for mayor." They were imagining they were going to sacrifice him. Cette tranche de l'histoire américaine est l'adaptation du livre de Lisa Belkin, ancienne journaliste du New York Times. Justice is not about popularity. No, it's not. But politics is. Underneath it all, people just want a home. It's the American way, man. Et maintenant, place à un tout autre univers avec un historique d'un genre bien particulier, la science-fiction. Pour en parler, Madame et Série a rencontré Jérôme Mouibon, auteur d'un ouvrage sur l'émission de télé Temps X, diffusée entre 1979 et 1987 et présentée par les frères Bogdanov, qui furent les premiers à vouloir démocratiser ce genre mésestimé.
La science-fiction à la télévision américaine, parce que c'est plutôt là qu'elle a démarré, elle est un peu l'héritage de ce qui s'est fait quelques années avant au cinéma, qui sont les serials, avec des adaptations de Flash Gordon, des choses à suivre, des feuilletons. Mais à la différence de ces feuilletons, et avec ces héros récurrents, à revoir chaque semaine, la télévision américaine commence par des anthologies, c'est-à-dire qu'on est sous un chapeau d'un genre, comme la 4e dimension, au-delà du réel, mais avec des personnages différents à chaque semaine. Donc c'est ça qui va vraiment fonctionner à la fin des années 50. Au cours des années 60, on va avoir vraiment cette fois des séries de science-fiction feuilletonnantes, avec des équipages. Il y a évidemment Star Trek, qui permet d'aborder des thèmes plutôt délicats abordés dans des séries contemporaines, enfin réalistes. C'est-à-dire que Star Trek aborde le racisme. Il y a un épisode où Kirk embrasse Uhura, la réceptionniste de Star Trek, qui est noire. C'est impensable dans une série réaliste à l'époque aux États-Unis. Mais dans le cadre de la science-fiction, c'est tout à fait envisageable. On est en plein dans des paraboles sociales et politiques même, sur des régimes et tout ça. Donc, c'est ce que va faire Gene Roddenberry et ce qui va faire que la série va garder son aura et puis au-delà des décennies. L'installation de la science-fiction à la télévision est laborieuse. Il faut habituer le public à un nouvel univers et à de nouveaux codes. Et c'est pas fédérateur la science-fiction, ça touche les jeunes, les ados, les passionnés de bande dessinée, de comics, mais pas du tout Madame Michu. Donc la ménagère de moins de 50 ans, elle n'est pas attirée par la science-fiction. Et c'est par des moyens détournés qu'on va rencontrer des succès planétaires de science-fiction, des choses comme Code Quantum sur le voyage dans le temps, mais le personnage est suffisamment charismatique et, pour attirer un plus large public. X-Files, qui aborde des phénomènes paranormaux, mais qui est vraiment dans la suite du Silence des agneaux et puis de Twin Peaks. Enfin, c'est quand même des enquêtes du FBI et pas de farfelus, voilà, de geeks. In 2002, the FBI closed the X-Files and our investigation ceased. But my personal obsession did not. Dans les années 80, il va y avoir l'arrivée de Sci-Fi Channel, en tout cas aux États-Unis, c'est arrivé beaucoup plus tard chez nous, qui se contente finalement de rediffuser des séries plutôt que d'en produire. Donc c'est des rediffusions de l'Incroyable Hulk, de Super Jamie, de Perdu dans l'espace. Et au fur et à mesure, Sci-Fi va produire des téléfilms jusqu'à produire le remake, enfin plutôt une suite remake de Galactica, et qui est beaucoup plus adulte. Au niveau de l'écriture, on y parle de religion, mais pendant presque les 4 saisons. Ce qui était infaisable dans la série Disco avec Dirk Benedict et Richard Hatch, quoi. Battlestar Galactica, a saga of a Star World. I got him on the left. I got him on the right. C'était survoler les rapports entre les personnages. Là, on a une vraie profondeur, des personnages qui boivent, qui se droguent, qui meurent. On est quand même dans autre chose. Et puis, de faire une série de science-fiction qui tient compte du 11 septembre, enfin, c'est casse-gueule sur le papier, et impensable 10 ans avant, d'ancrer comme ça un monde pessimiste dans des séries. Stargate est quand même ultra optimiste, quoi. Alors considéré comme un genre pour enfants en France, c'est notamment grâce à l'émission Temps X que les premières séries de SF comme la 4e dimension sont présentées dans l'Hexagone, dans un environnement pédagogique qui accompagne le téléspectateur. Sans être militant, l'émission Temps X va essayer quand même de redresser la barre de la réputation de la science-fiction. Voilà, on va en parler sérieusement, mais naturellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une rediffusion du Prisonnier, par exemple, qui va beaucoup marquer les esprits en 83. Il y a la diffusion de la 4e dimension en 84, donc pour une série de 1959, un samedi après-midi en noir et blanc, qui va vraiment marquer les esprits, parce que les thèmes abordés, beaucoup de guests aussi, et d'auteurs aussi, Richard Matheson, Charles Beaumont, on voit des auteurs de science-fiction avaient écrit pour la série, et donc forcément on se rend compte des qualités d'écriture, de mise en scène de cette série. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont, dans Temps X, permettre de réhabiliter la science-fiction, en tout cas sur le territoire français. Lentement mais sûrement, la science-fiction a repoussé l'imagination du public et s'est imposée
à lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a davantage de séries parce qu'il y a davantage de chaînes. HBO peut produire Game of Thrones et remporter un énorme succès commercial et critique. C'est un succès incroyable pour eux, alors que ce n'était pas gagné d'avance quand ils ont lancé la première saison. On peut oser des choses. Là, le Westworld qui est attendu là, ces prochains mois, même si c'est aussi un gros pari pour HBO, et ça devrait être l'une des séries de cette année. Donc voilà, la science-fiction a plutôt un bel avenir devant elle à la télévision. Ça a rarement été le cas. Donc profitons-en et surtout c'est fait avec intelligence et par des gens intelligents. Et on vous laisse avec les premières images de Westworld. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You want to wake up from this dream? Yes, I'm terrified. Then answer my question correctly. Have you ever questioned the nature of your reality? À suivre prochainement sur OCS. Pour son 4e long métrage comme réalisateur, Roche Dizem nous donne rendez-vous dans un palace parisien construit sur les fondations du nouveau cirque. Ce haut lieu de Paris du 19e siècle sert de décor à son nouveau film Chocolat. Le destin d'un clown qui fut le premier artiste noir de la scène française, bien avant Joséphine Baker. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Un clown pour m'assister. T'es clown et tu cherches un clown? Je suis pas convaincu. Roche Dizem, pour ce magnifique film Chocolat, quel a été le cahier des charges que vous vous êtes imposé en termes de mise en scène? Ça a été l'objet d'une longue réflexion. C'est comment on filme aujourd'hui deux personnages dans le Paris de 1900, en coulisses, dans l'intimité et sur la piste. Donc, à chaque contexte, il y a une mise en scène. Et surtout, la lumière est très importante. On est dans une France où l'électricité, en tout cas dans la première partie du film, n'existe pas. Donc comment on filme des acteurs à la lumière de la bougie ou des lampes à pétrole? Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga! Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown. J'avais très rapidement l'idée, grâce aux acteurs que j'avais, de faire une mise en scène, contrairement à ce monsieur, sans esbrouf. Voilà. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas que la technique soit visible, donc il y a des choses que vous avez écartées de votre coffre à jouer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est totalement admiratif, et moi aussi parfois, on voit un film, on fait « waouh !» Il y a un plan séquence, il dure 27 minutes. C'est très bien, mais ça reste une prouesse technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation. Donc, mettre mes caméras au service des acteurs. Et en ce sens, me faire le plus discret possible. La caméra, pour moi, elle est inquisitrice. Elle est discrète, elle peut être... il faut qu'elle recrée cette intimité. À partir du moment où on fait des plans où la caméra se balade, etc., je me demande toujours qu'est-ce qu'on raconte, qui est ce regard. Ça, c'est pour les scènes, notamment, d'intimité. Après, pour ce qui est des scènes de piste, là, c'est la technique au service des acteurs. C'est-à-dire que j'ai deux acteurs, James Thierry et Omar Sy, qui ont mis en place pendant 4 semaines des numéros. Et j'ai vu la répétition de ces numéros et je sais qu'on ne peut pas les découper. En tout cas, je ne peux pas leur dire « stop, on ne bouge plus, on se réinstalle ». Je sais qu'il va falloir que mon steadicammer, une caméra à l'épaule, une caméra longue focale et une caméra fixe, large, plan large, 40, 50 mm, comme vous voulez, filme tout ça. Et s'adapter aux acteurs et à leurs déplacements sans leur fixer de contraintes. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas les dés. Boire, ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini.
que j'aime dans le fait que je tourne à plusieurs caméras, c'est que je capte la fatigue, l'effort, l'essoufflement. Et ça, c'était important pour moi. Et donc, ça, c'était le rôle du steadicammer, d'aller toujours chercher au plus près les visages pour aller chercher cette goutte de sueur qui perle sur le visage, des choses comme ça. Mais ce qui me permet, moi, ensuite, sur ma table de montage, de ne retirer que le suc de ces 20 minutes de numéro qui viennent d'effectuer. Et ça me permet surtout de leur demander de le faire que 2-3 fois, puisque ça dure 20 minutes. Ça, voilà, c'est pratiquement... Il faut plus d'une journée pour tourner un numéro. Je le dis sans flagornerie, votre film est d'un accomplissement et d'une ampleur en termes de mise en scène qui témoigne de votre maîtrise. C'est votre 4e long métrage. La question c'est, est-ce qu'un metteur en scène, ça progresse? Est-ce que votre mise en scène a progressé au fil de ces films? J'espère. Quand j'analyse mon travail, qui est tout à fait perfectible et qui reste perfectible évidemment, c'est en termes d'audace. Et il faut trouver le juste milieu entre l'audace et l'esbrouf dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, mais j'ai quand même le sentiment que c'est le film qui décide un peu de votre mise en scène et non pas l'inverse. Le brave nègre bien soumis qui se prend son coup de pied au cul en souriant. Oui, les gens ils sont très attachés. Vous faites de moi une attraction, un animal de foire. Non, écoutez, non. Alors pourquoi vous me dessinez comme ça? C'est ressemblant. C'est moi, c'est mon visage. Lui, il est ressemblant. On le reconnaît. Pas moi. Mais nous nous sommes inspirés des toiles de Toulouse-Lautrec dans lesquelles vous apparaissez. Ce sont les stéréotypes actuels, l'image que les gens se font des gens comme vous. Des gens de couleur. Monsieur Potin a raison, même le député légitimus a sa caricature. Ça fait partie de la vie publique. Vous êtes célèbre, Chocolat. Dans cet extrait, on va essayer d'apprendre à lire vos images. Est-ce que vous pouvez nous décrire la composition de vos cadres et la direction de votre mise en scène? C'est une séquence qui commence avec un homme qui attend et un autre qui fait son entrée de chant. Mais il faut savoir que le plan qui précède celui-là, on voit Omar Sy en cannibale, en représentation. Donc on ne sait pas si cet homme-là parle français ou s'il sait s'exprimer. Voilà, on ne sait pas jusqu'à quel point il était dans l'interprétation. Il y en a un qui est dans l'expectative, dans la recherche et perpétuellement dans l'étude, et l'autre qui est au service. Et c'est ce que traduit un peu cette rencontre, c'est ce qui va un peu les accompagner. Pourquoi avoir voulu faire de cette rencontre qu'elle se passe la nuit? Je pense que ça, c'est un élément important aussi de votre mise en scène. Est-ce que la lumière est un acte de mise en scène? La lumière a son importance puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas l'électricité. Et le fait d'arriver à Paris, où là, justement, on a l'électricité, ils seront constamment dans cette lumière et qui va finir par les éblouir jusqu'à les aveugler. Dernière question, Roche Dizem. C'est un rituel dans cette émission. Pourquoi filmez-vous? Pour me raconter, je crois. Et j'ai surtout... je crois que chaque film que j'ai écrit, même si je n'ai pas joué dedans en dehors du premier, c'est des rôles que j'aurais aimé qu'on me propose. J'ai découvert en moi une forme de générosité où je me dis que, voilà, je vais m'écrire un rôle que je vais donner à quelqu'un. C'est la vraie récompense du metteur en scène, c'est celle-là. C'est de voir les images sur des choses que vous avez écrites. Ciné, série et compagnie, c'est tout ou presque. Un dernier conseil, laissez-vous envoûter par le nouveau film d'Anne Fontaine, Les Innocentes, avec Lou Delage et Vincent Macaigne. Une jeune femme médecin dans la Pologne de la fin de la Seconde Guerre mondiale tente de soigner les corps et les âmes de religieuses abusées par des soldats. Non, ça n'est pas glauque, ça dit de très belles choses, au contraire, sur la féminité, la foi et la guérison. Et si vous êtes fan de séries et de bon son, c'est le moment d'accorder vos guitares dans ce décor très musical. C'est notre façon à nous de célébrer l'arrivée sur OCS le 15 février prochain de la nouvelle série tant attendue de Martin Scorsese et Mick Jagger, Vinyle, la vie très sexe, drogue et rock'n'roll d'un directeur de label. On se quitte avec ce petit aperçu.